d'être là et à quelques mois de cette échéance que tout le monde attend, les municipales 2026, on vous prête, paraît-il, l'intention de vouloir briguer un nouveau mandat à la mairie de Poitiers. Bonjour et bienvenue dans les entretiens de Diane de Poitiers. Mon invité aujourd'hui est un homme politique de gauche, un socialiste, dont le nom est lié à Poitiers où il fut député pendant 20 ans et maire pendant 2 mandats. Un nom que porte aussi une loi essentielle, celle sur la fin de vie, qui évolue actuellement vers l'aide active à mourir, élaborée avec un élu de l'autre famille politique de droite, preuve que l'essentiel fait parfois taire les idéologies. Une loi qui touche à ce qu'il y a de plus intime, de plus redoutable aussi, la mort. Il fut également trésorier du Parti socialiste et aux premières loges de la campagne de Lionel Jospin, et proche de celui qui fut éliminé dès le premier tour de 2002. Il nous dira ce que l'on ressent lorsque l'on voit de près se fissurer ce que l'on pensait solide. Il nous racontera cette traversée de l'intérieur et peut-être nous dira-t-il pourquoi la défaite, plus que tout, nous éclaire sur nous-mêmes. Alain Claes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Et merci de me recevoir chez vous, à Poitiers. C'est un plaisir. Il faut bien commencer par les origines, Alain Claes. Les vôtres, elles sont poitevines. Êtes-vous né de gauche ou l'êtes-vous devenu ? Je suis devenu de gauche grâce à un enseignant de sciences économiques, d'histoire de la science économique, René Gabillard, qui était professeur en sciences éco à Poitiers, et grâce à mon ex-beau-père, Henri Chariot, qui avait été militant de la SFIO. Et je crois que ces rencontres ont fait que, naturellement, j'ai cheminé à gauche. Alors, votre parcours politique commence en 1977, quand l'ancien maire Jacques Centraux Oui. vous propose d'être directeur de son cabinet, mais avant, vous avez milité pour sa campagne, en fait. Vous avez été militant. Oui, j'ai Vous étiez, adhéré, militant. j'ai adhéré au congrès d'Épinay. Ça ne vous dit rien. Si, C'était le congrès de la réunification de la social-démocratie, déjà. Ouais. J'ai adhéré dans les années 73, j'ai milité au Parti socialiste, j'ai été effectivement directeur de cabinet de Jacques Centraux. J'ai été élu pendant plus de 20 ans conseiller départemental, on appelait conseiller général à l'époque. Conseiller général, c'était en 82 ? Oui, c'était mais ça, c'est plus tard. Une partie de Poitiers et Chasseneuil et Montamisé. Ça, c'est plus tard, mais déjà avant, vous étiez militant. Ah, bien sûr, bien sûr. Je parle de votre début en tant que directeur de cabinet, parce que vous étiez à ce moment-là assistant, ce qu'on appelait maître de conférence. Oui, encore. J'étais maître assistant à la faculté de sciences économiques, oui. Et j'ai gardé des cours ensuite quelque temps, et puis après j'ai été directeur de cabinet, effectivement, et très rapidement j'ai pris des responsabilités au Parti socialiste à Paris. J'étais un proche de Laurent Fabius, qui était véritablement l'école de l'excellence en termes intellectuels, donc j'ai appris beaucoup auprès de lui. Et puis, j'ai eu des responsabilités avec Lionel Jospin, on en reparlera peut-être, qui m'a demandé à l'époque d'être son contributeur financier, mandataire financier. Puis j'ai travaillé avec François Hollande lors de sa campagne présidentielle, en charge plus particulièrement. N'allons pas trop vite en besogne. Moi, je voudrais bien qu'on s'attarde petit à petit sur votre parcours, parce que c'est quand même un parcours très important, n'est-ce pas, des hommes politiques de la Vienne. Je vais vous proposer des dates. Comme ça, chaque date, vous me diriez ce que ça vous rappelle. Donc, 82, vous étiez donc conseiller général de la Vienne. Vous étiez tout à fait face à René Monory et à Alain Fouché. Oui, je garde un souvenir ému de René Monory. J'étais dans l'opposition, mais René Monory m'a appris beaucoup. Il m'a associé au projet du Futuroscope, car les socialistes dans la Vienne étaient un peu divisés sur ce dossier, et j'ai plaidé le fait qu'il était nécessaire de faire ce type d'investissement. Et donc j'ai appris à connaître René Monory, qui, comme il disait lui-même, il avait son CAP, et il a cheminé. Il a cheminé pour être ministre de l'économie, occuper les plus hautes fonctions, ministre de l'éducation nationale. Et il avait une vue sur la vie politique, une vue aiguisée. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que
René Monory est devenu sénateur en battant un nom connu, Jean Raffarin, Ça. qui était le père de Jean-Pierre. En tout cas, c'est des parcours comme ça. Je ne sais pas si ça peut encore exister, hein, des gens qui viennent, comme on dit, d'en bas et qui puissent, qui pourront un jour devenir sénateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Est-ce que c'est il y possible? a il y a un enjeu important. On est connecté chaque jour sur l'irréel, Mm. le virtuel, et on oublie un peu le réel. Et je pense que les hommes, les femmes et les hommes politiques ont besoin de se rattacher au réel. Et il y a une réforme que j'ai votée sur le non-cumul des mandats, parce que je pense que c'était nécessaire pour la place des femmes en politique. Mais je me demande si, au niveau des parlementaires, ça n'a pas éloigné ces parlementaires de la vie locale, du concret. Moi, je dis souvent, dans les travaux que j'ai eu à mener au Parlement, sur la recherche, l'enseignement supérieur, la bioéthique, la fin de vie, quand je revenais à Poitiers, je faisais des permanences, où j'avais à traiter des sujets sociaux, humains, où j'avais à traiter des problèmes tout simplement de voirie, de proximité. Je disais souvent, je suis plus disponible pour les traiter parce que j'ai eu la possibilité, 2 jours, 3 jours de la semaine, de voir autre chose. Je crois que Mm. ce va-et-vient entre ce travail intellectuel et ce travail, j'allais dire, d'élu de la nation, d'élu au service de nos concitoyens, c'est indispensable. Et je pense que aujourd'hui, dans une période où il y a, reconnaissons-le, une angoisse de nos concitoyens, angoisse liée à l'international, angoisse liée aux fins de mois, angoisse liée à la vie, à l'insécurité, bref, face à cela, il faut des élus disponibles et surtout que nos concitoyens sentent chez chacune et chacun de leurs élus le respect. En tout cas, vous, vous êtes toujours connecté au réel. Je vois que vous allez vers l'avenir et moi, j'essaie de revenir un petit peu vers le passé parce que C'est utile le ça passé, permet d'éclairer un peu sur le parcours qui est le vôtre c'est et de utile. raconter aussi une partie de l'histoire de la politique à la fois locale et aussi nationale. Donc, en 94, vous êtes le trésorier du Parti socialiste, c'est ça, en Oui, 1994. Et ensuite, c'est Lionel Jospin qui arrive à la tête et qui vous confirme dans ce poste-là. tout à fait. Et vous vivez de l'intérieur la campagne de 2002. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là? Un souvenir, un souvenir, je vais vous le raconter. C'est le soir de l'élection du premier tour. Contrairement à ce qu'on a écrit, je n'ai pas fait de livre sur la. Devriez J'aurais pu pourtant. faire un livre. Peut-être qu'on le fera après cette émission. Et soir du premier tour, personne n'avait prédit que Lionel Jospin serait en troisième position, personne. Même lui? Et nous attendions dans son bureau, il était chez lui, et il y avait dans ce bureau, je m'en souviens, François Hollande, il y avait Jean Glaveny, qui coordonnait sa campagne, il y avait Dominique Strauss-Kahn, il y avait Laurent Fabius, il y avait Gérard Legal, chargé des sondages, Claude Estier, qui était président du groupe au Sénat. Je crois que Martine Aubry était là aussi, Bertrand Delanoë. Et vers 18h30, 19h, les premiers sondages tombent. Et placé déjà Lionel en troisième position. Et ces sondages s'égrènent jusqu'à 20h. C'est à 20h, à la fermeture du dernier bureau de vote, qu'on annonce ces résultats. Et puis j'aurais toute ma vie, Lionel Jospin, arrivé dans ce bureau, il devait être 19h. Il était accompagné de son épouse, costume bleu, impeccable. Et il dit pas de nouvelles, je viens aux nouvelles. Et on lui dit, c'était Gérard Legal qui avait eu la charge de lui dire Lionel, les résultats ne sont pas bons. Et il dit je suis en deuxième position. Et Gérard lui dit non, tu es en troisième position. Et Lionel s'est assis avec sa femme sur 2 chaises. Et là, il n'a plus rien dit. Plus rien dit, et à un moment il enlève sa veste. Il avait un point de fixation parce que sa veste, il y avait des plis
dans sa veste, point de fixation. Et contrairement à ce qu'on a pu écrire, il n'y a pas eu d'échange à ce moment-là. Il y avait un silence pesant. Et à un moment, il s'est levé, ami, laissez-moi, je vais rédiger ma déclaration. Donc on l'a attendu, je me souviens, de discuter avec Strauss-Kahn, Fabius, et à un moment il est sorti, les militants attendaient en bas, connaissaient déjà. Et on l'a accompagné jusqu'en bas, et c'est là où il a déclaré je quitte la vie politique. Et je me souviendrai toujours de ces militants en pleurs, qui étaient un coup de tonnerre terrible. Et c'est le lendemain où le candidat est seul, s'est revu pour déjeuner et dîner ensemble. C'est là où on mesure toute la difficulté. C'était un traumatisme dans le pays. Le Pen, arrivant au second tour, c'était un véritable traumatisme. Quand je vois la période présente où on banalise ces sondages, c'était un coup de tonnerre. Et à ce moment-là, en fait, personne ne s'attendait à ce qu'il se retire de la vie politique tout court. Ou alors peut-être personne ne croyait totalement. Parce que personne, alors ouais. quand on regarde avec le recul, aujourd'hui, il avait un bon bilan. En matière économique, en matière de chômage, en matière d'équilibre financier, autant de sujets qu'on évoque aujourd'hui. Et puis, il y avait une dispersion à gauche, déjà extrêmement importante. Rappelez-vous, non, vous étiez trop jeune. Christiane J'ai lu des Taubira, livres d'histoire. Christiane Taubira avait été candidate. Donc on cherche toujours les 2%, etc. Et la conclusion de cela, c'est de dire qu'un bon bilan ne suffit pas. Il a manqué peut-être entre le Lionel et les Françaises et Français un lien plus fort. Et puis déjà, le repli sur soi, la peur de l'autre. C'est un des rendez-vous ratés aussi. Commencer à faire son chemin. Bien sûr que c'est un rendez-vous. Il avait dit dans une de ses déclarations, j'ai péché par naïveté. Ça vous évoque quoi? Oui, c'était pas un naïf. Lionel n'était pas un naïf. Et Lionel, moi je me souviens des quelques réunions qu'il y a eu à son cabinet, s'il était Premier ministre. Il a voulu remplir sa tâche jusqu'au bout. Sa priorité, c'était sa fonction de Premier ministre. Et parfois, ça a nui un peu sûrement à sa campagne. Il n'était pas en campagne tout le temps comme ça peut être le cas aujourd'hui. Oui, oui. Profiter d'un mandat pour... Les médias n'étaient pas aussi développés, les chaînes d'infos, les réseaux n'étaient pas développés. Et puis, on s'en est pas rendu compte en 82, en 2002, pardon. On s'en est pas rendu compte, mais déjà, l'extrême droite, le repli sur soi, était en marche, était présent. Et ça a été une rude épreuve pour le peuple de gauche. En ce qui me concerne, c'est un marqueur qui a été important pour la suite. Vous avez tiré une leçon de cette épreuve, je ne sais pas si c'est une épreuve, mais de cette situation politique inédite. Oui. Vous savez, à titre personnel, parce que vous évoquez le lendemain où il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'entourage. C'est là où je me suis rendu. On en parlait avec Lionel Jospin. Je me souviens d'un déjeuner qu'on avait fait plusieurs années plus tard. Lorsqu'il était membre du Conseil constitutionnel, il m'avait invité à déjeuner, on avait déjeuné ensemble, on se rappelait cette période. Vous savez, la politique est un monde rude. On a, lorsque tout va bien, ce qu'on appelle des amis, beaucoup d'amis. Mais il faut s'habituer à la solitude. Il faut s'habituer à la solitude lorsque les vents sont contraires. Et ça renforce. Puis ça renforce ses convictions, ça permet de prendre du recul. Je pense qu'on est trop aujourd'hui dans l'immédiateté. Hein, on croit inventer le fil et couper le beurre, excusez-moi de cette expression, tous les jours. Mais non, il faut prendre ce recul qui est indispensable aujourd'hui. Vous citez Taubira qui disait dans une de ses interviews, moi j'ai réglé mes comptes avec la peur. Et vous parlez de la solitude. Est-ce qu'effectivement, quand on est un responsable politique, il faut régler ses comptes avec la solitude? Il faut être prêt à ça. Il faut être, ou alors peut-être régler ses comptes avec les illusions. Non,
il y a, Jaurès a tout écrit, de l'idéal au réel, ben oui, c'est Oui. ça. Mm. En politique, pas la solitude, mais la réflexion personnelle, seule, est indispensable. Car il ne faut pas que la politique devienne le miroir aux alouettes. Hein. Il y a une réflexion seule par rapport à nos propres capacités, par rapport à ce qu'on veut faire passer, par rapport. Et puis après, le politique a une autre mission, c'est entraîner, convaincre. Et ces deux sujets sont indispensables, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme, vous savez, la foule et le peuple. Pas confondre. Alors, on va reprendre le fil des dates que j'ai commencé à énumérer. Donc, 2002, vous êtes élu pour la première fois. 2007, vous êtes réélu. Et vous êtes aussi réélu en 2012. Et puis en 2013, vous avez été chargé d'une mission délicate. J'étais réélu après en 2016. Oui, vous avez donc en 2013, Oui. vous avez été chargé d'une mission délicate, rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire dite Cahuzac, du nom de l'ancien ministre du budget accusé d'avoir eu un compte bancaire en Suisse. En tant que rapporteur de cette enquête, de cette commission d'enquête, comment vous l'avez vécu cette affaire de l'intérieur? Ça a été une demande, vu la gravité de la situation du président de la République de l'époque, François Hollande. J'ai réfléchi, j'ai interrogé mes proches. C'était Borloo qui avait demandé cette commission d'enquête. Et le poste de rapporteur revient à quelqu'un de la majorité. Mm. Et le président de la commission d'enquête était mon ami De Courson, qui est un proche de Borloo, qui a été rapporteur du budget il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. J'ai accepté et j'ai dit aux autorités de l'État, en l'occurrence le président de la République et le Premier ministre, qui était Jean-Marc Ayrault, écoutez, moi j'accepte cette mission, mais si je vois à quelques moments que ce soit que l'État a failli, je dirai. Et donc a commencé un lourd parcours d'audition. C'est là où j'ai retrouvé le procureur Molins que j'ai auditionné, parce que j'avais beaucoup de remerciements. François Molins. François Molins. Parce que j'avais beaucoup de reconnaissance de François Molins. C'est lui qui m'a débroussaillé le dossier du palais de justice de Poitiers, qui a tout ça. Oui. Et je l'avais rappelé à Molins, j'avais dit, vous voyez, on se rend compte, mais toutes ces auditions étaient pénibles. J'ai accepté en tant que rapporteur toutes les auditions, j'en ai refusé une de la part de l'opposition, de Conson, c'était la femme de Cahuzac. Pour une raison simple, je ne voulais pas que cette commission se transforme aussi en règlement de compte familial. Il faut savoir qu'en tant que rapporteur, on a accès à tout. Donc j'ai été au service de Bercy, voir son dossier fiscal, etc. Et le vrai sujet qui se posait pour Cahuzac, c'était ses comptes en Suisse. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Pour quelqu'un qui vote l'impôt, qui fait voter l'impôt. Et donc, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas du tout d'accord entre la Suisse et la France sur ce sujet. Donc, ce qui était la difficulté. On a fini ce rapport, et je précisais aux élus d'opposition de la majorité, nous ne sommes pas des procureurs. Nous faisons un état des lieux. Bon, cet état des lieux était accablant. L'avocat à l'époque de Jérôme Cahuzac était Jean Veil. Jean Veil, le fils de Simone Veil, que j'ai retrouvé plusieurs années. Il y a une photo dans mon bureau ici où, avec Jean Veil, je découvre la plaque pour sa mère. On a fait derrière la mairie de Poitiers, le square Simone Veil. Bref, ce rapport est publié. Borloo me dit, j'ai rien à dire. J'avais fait avec De Courson un travail correct. Il y a bien sûr la droite extrême en disant... Ce qui ressort de ce rapport, c'est qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement au niveau de l'État. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement, mais il y a eu un acte invraisemblable. Il est dans un de mes tiroirs là,
quand il avait été accusé et qu'il s'était exprimé à l'Assemblée nationale, il avait dit je jure devant l'Assemblée Les yeux dans nationale. les yeux. Et je lui ai fait un mot, je lui ai dit bon courage. Il m'avait répondu. Voilà. Voilà. Et après, il y a eu toutes les lois. Alors, le passé est toujours utile. Toutes ces lois Sur la transparence de la vie qui publique. viennent. Euh, il y a le contrôle du patrimoine. Je trouve ça tout à fait normal. Il y a aussi un certain nombre de mesures. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, cour d'appel, mais il peut y avoir d'autres mesures qu'on teste aujourd'hui. La création du parquet financier aussi. Oui, bien sûr, qu'on teste aujourd'hui. Mais ce sont des parlementaires qui ont voté toutes ces mesures. Je pense que le dispositif, pour être simple, qui a été voté est un dispositif correct, mais nous sommes en état de droit. Et il ne faut jamais oublier, surtout aujourd'hui, que les juges, la magistrature, jugent en fonction avec les outils que le Parlement leur a votés. Donc il y a parfois des incompréhensions, mais il faut rappeler tout ça. Nous sommes dans un état de droit. C'est pas la magistrature qui fait la loi, c'est le législateur. Bref, c'était quelque chose dont je me serais bien passé, mais je l'ai fait. Je vais dire pourquoi. Parce que sur un sujet aussi grave, qui a bouleversé l'opinion, qui a révolté l'opinion, qui touche la gauche surtout. Il faut pas se porter pâle. Il faut être présent. François Hollande a une phrase là-dessus dans son chapitre, dans son livre Le sang du pouvoir, qui s'appelle La colère du cœur, là-dessus. Et lui, il en parle avec vraiment avec des sentiments très forts. Alors, je le cite, il dit: Ainsi, par la faute d'un seul, tout un gouvernement, ou toute une majorité, toute la gauche même, s'en salit sans raison. J'ai échangé beaucoup avec lui après. Donc, vous pensez qu'aussi l'image de la gauche a beaucoup... Partage. Pas que de la gauche, pas que de la gauche. Surtout la gauche, parce que c'est à elle. Oui, mais s'attend peut-être à beaucoup plus c'est pas un d'exemplarité. problème de gauche ou de droite. Bon, il se trouve que c'est un parlementaire de gauche. Mais toutes les affaires qui compromettent un seul, concernent toute la vie politique. Si on regarde les faits récents, certaines condamnations ont bouleversé. Mais c'est vrai que cette affaire dite Jérôme Cahuzac a été un drame pour la démocratie représentative. Et en ce qui me concerne, en tant que rapporteur, a été une épreuve. Alain Claes, en 2014, il semblerait qu'on vous a proposé un poste au niveau national. C'est vrai. Et vous avez refusé. C'est vrai. Pourquoi ? Je vous l'explique. C'est un mardi, j'étais à l'Assemblée nationale à 16h30. Le président de la République, François Hollande, m'appelle. Diana, je te propose le poste de secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Toute ma vie, j'avais été rapporteur à la commission des finances, où j'ai siégé pendant 20 ans. J'avais fait sa campagne sur ces sujets. Et j'aurais pu prétendre au lendemain de son élection, mais ça a été une femme qui a été nommée, une femme très compétente, et j'étais très heureux pour elle. Et là, j'ai hésité pour deux raisons. Je vous dis tout. Bien sûr. Pour deux raisons. Je suis là pour ça. Je pense que, surtout pour un gouvernement de gauche, l'enseignement supérieur et la recherche nécessitent un poste plein, dire ministre et non pas secrétaire d'État, non pas pour des titres, mais c'est pour des questions de budget. Parce que quand vous êtes sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Recherche n'est pas très important en termes de budget. Donc, la deuxième raison, c'est qu'il me restait qu'un budget avant les présidentielles. Donc ma marge de manœuvre était étroite. Vous auriez aimé être ministre de l'Éducation, tout court. Étroite, non, la recherche et l'enseignement supérieur, mais un ministre plein, était étroite. Et donc, tout le soir, j'ai réfléchi, j'étais à Paris, un appartement à Paris, j'ai réfléchi avec mon épouse et mon directeur de cabinet,
J'ai eu beaucoup de coups de téléphone. J'ai eu Jouillet, qui était le secrétaire général de François Hollande. J'ai eu le Premier ministre, Manuel Valls. J'ai eu mon ami Olivier Lioncan, qui était conseiller santé. Il faut que tu acceptes, Alain, il faut que tu acceptes. Et le lendemain matin, j'ai pris ma décision et j'ai appelé le président de la République en lui disant que je n'acceptais pas ce poste. Et je lui ai écrit, après on est restés toujours très très amis. Il a compris après coup. Et puis, j'étais déjà au travail sur un autre dossier qui était la fin de vie. Puis il y a une chose que je n'ai jamais dite. Vous savez, moi dans ma vie, à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose, je me suis posé la question de savoir est-ce que je suis en mesure ou capable de le faire. Et par rapport à ce ministère, je pense que j'aurais été capable de le faire, mais j'ai une admiration dans ce ministère d'un grand ministre, Hubert Curien. Et quand vous allez au ministère de la Recherche, la salle à manger, Hubert Curien. Hubert Curien était... Et je me suis dit, est-ce que je peux m'installer dans le même fauteuil qu'Hubert Curien? Je me demande si tous les ministres aujourd'hui se posent cette question. Je ne sais rien. Vous savez tout sur cette occasion manquée. Donc vous avez refusé le poste de Je n'ai pas accepté. Vous n'avez pas accepté. Le choix des mots, c'est important. Le choix des mots est toujours important. Vous savez, il y en a tellement qui rêvent d'être ministre. C'est ça. Et y compris certains à Poitiers, comment on dit aujourd'hui, malveillants. Non, on lui a jamais rien proposé. Et il y a un journaliste qui avait eu les lettres entre les mains, qui avait donc a pu rectifier. Voilà. En tout cas, vous avez pu faire autre chose parce que en 2016, vous avez coécrit la loi donc qui porte votre nom, la loi Claes-Leonetti. Alors on va venir à cette loi, mais avant que nous arrivions vraiment vers j'ai envie de dire le fond de cette loi, est-ce que à ce moment-là, vous vous sentiez justement prêt pour élaborer une loi sur un sujet aussi important, aussi polémique, allons dis-le, comme assez important dans le débat public, mais dans la société aussi. Comment vous vous êtes emparé de ce sujet? C'est une interrogation oui. À laquelle je n'ai toujours pas répondu. Parce que, une précision, c'est pas pour rendre plus dense mon CV, j'ai commencé par être rapporteur des lois bioéthiques, c'est-à-dire le début de la vie, la recherche sur la PMA. Le début de la vie et la fin de la vie, je suppose. Voilà. C'est les mêmes interrogations. La recherche sur les embryons, le don d'organes, tous les sujets qui apparaissent aujourd'hui sur l'imagerie médicale, etc. Je n'étais pas médecin et on me propose ça. C'était Bernard Kouchner qui m'avait proposé. Donc j'ai travaillé sur la bioéthique. Et quand le président de la République m'a interrogé sur la fin de vie, c'est un sujet immense. Comment aborder un sujet si intime sans une loi, des articles? J'ai accepté. Et il m'a dit, je souhaiterais que ça soit une proposition de loi et que ça puisse se faire avec aussi quelqu'un de l'opposition. Et comme j'avais travaillé avec Jean Leonetti, le maire d'Antibes. De droite? Oui, que de droite. Il m'a oublié quelques instants ces notions de droite ou de gauche. Non, si je le rappelle, c'est justement pour montrer que, comme j'ai dit en introduction, qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut... Donc, on a accepté avec Jean, et on a dit au président, on y arrivera ou on n'y arrivera peut-être pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit de rendre compatibles deux notions, deux mots. L'autonomie de la personne et la solidarité que la nation doit à toute personne vulnérable. Voilà ces deux sujets que nous devons, j'allais dire, conjuguer.
sachant que chaque fin de vie est un cas particulier, est un rapport intime avec soi-même, est un rapport avec ses proches, sa famille, est un rapport avec le corps médical, au sens large, de l'aide-soignante aux infirmiers, au corps médical. Et donc, à partir de là, le rôle de législateur, c'est pas de dire faut faire comme ci, comme ça. C'est de fixer un cadre. Et avant de cette loi de 2016, pour vous montrer qu'il y a toujours eu un continuum, quels que soient les gouvernements et les débats, il y a eu une loi sur l'obstination déraisonnable. La loi Kouchner? 2005. Non, c'est de la loi Unity. Oui, la loi Kouchner, c'est 2002. Oui, vous avez raison. Il y a eu 2002. 2002, c'est l'autonomie de la personne. Une personne peut demander l'arrêt de ses traitements, même si l'arrêt de ses traitements peut conduire à engager son pronostic vital. Tout ceci avec un travail de collégialité pour savoir si la personne est sous influence ou est vraiment autonome pour demander ça. En 2005, il y a eu une loi sur l'obstination déraisonnable. C'est quoi? Et ça a été demandé par les urgentistes, les réanimateurs. Il y a des progrès scientifiques aujourd'hui, des progrès techniques qui permettent de maintenir en vie des personnes qui n'auraient pas pu être par le passé. Et la question éthique qui se pose, est-ce qu'il est souhaitable parfois de rajouter à la vulnérabilité d'une personne une autre vulnérabilité? C'est ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Et ça a été adopté par le Parlement pratiquement à l'unanimité, et c'est une loi qui a été reconnue, validée par le Conseil constitutionnel, et qui, le jour, le Conseil d'État a rappelé, par rapport à un cas qui s'était passé à Gustave Roussy, les choses. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans la loi de 2016? 3 choses, rapidement. Directive anticipée. Elle devenait contraignante. C'est-à-dire que si une équipe médicale n'appliquait pas, il devait le justifier dans le dossier médical. Contraignante, mais on a rajouté un mot. Inapproprié. Si elles étaient considérées comme inappropriées, le corps médical pouvait dire on ne peut pas, dans les circonstances actuelles, accepter ces directives anticipées. Tous ces mots sont très utiles. Il y a eu la personne de confiance. Moi, j'ai été bouleversé par, on parle d'affaires, je trouve ce mot affreux, par le cas de Vincent Lambert. Une famille qui se déchire. Personne qui n'a plus conscience. Et certains, sa famille, ses parents, souhaitent le maintien en ville, tout court, et son épouse souhaite qu'on puisse appliquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il n'y ait pas obstination déraisonnable. Et ça a été le drame autour du lit de Vincent. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer son épouse. C'était absolument terrible comme situation. Et c'est là où on a introduit la personne de confiance. C'est-à-dire qu'une personne, vous ne pouvez plus vous exprimer, prend le pas sur toute autre personne pour dire voilà la volonté de monsieur ou de madame X ou Y, si elle avait pu s'exprimer. Voilà. Et si on avait eu cette possibilité, il n'y aurait pas eu de situation aussi tragique que Vincent Lambert. Et puis, la troisième chose, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, c'est ça, en fait. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça veut dire, justement, cette troisième dispositif? Il faut que la personne soit atteinte d'une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire quelques semaines. Est-ce que c'est justement ça qui pose problème, ce court terme? Non. Court terme, c'était la question qui nous était posée. Qui définit, justement. Oui. Et la sédation profonde et continue jusqu'au décès ne peut s'appliquer que dans ces cas-là, si la personne le souhaite, avec l'arrêt de tous les traitements, considérant, c'est une décision du Conseil d'État, que l'hydratation
Et l'alimentation artificielle constitue un traitement. Pour moi, c'est une aide à mourir. C'est-à-dire, on le maintient en vie pendant... Non, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, quand la décision est prise, dans les critères que je viens de décrire, la personne ne se réveille pas. Elle est endormie définitivement. Et c'est là l'expression, dire est-ce que c'est une aide à mourir ou pas. Pour moi, c'est une aide à mourir. Combien ça peut durer? Quand la sédation profonde et continue jusqu'au décès est appliquée dans les règles telles que je vous ai fixées, ou le pronostic est à court terme, ça dure pas beaucoup de temps. Cette agonie, en fait. Cette agonie. Oui, alors, l'agonie est une autre notion sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse. Mais elle est utile pour éviter à la personne des souffrances supplémentaires. Alors, il y a eu à l'époque un débat avec les responsables des soins palliatifs. Certains responsables des soins palliatifs ne voulaient pas le mot continu, c'est-à-dire qu'on endort, on réveille, etc. Voilà. Cette loi est passée. Moi, j'ai fait beaucoup de visites avec Catherine Vautrin, l'ancienne ministre de la Santé. Ça nécessite qu'elle soit mieux connue et plus développée. Mais cette loi ne règle pas tout. Vous avez l'humilité de le reconnaître, d'ailleurs, à ce point. Oui, cette loi ne règle pas tout. Et quand j'ai été nommé au Comité consultatif national d'éthique, j'avais discuté avec le président Macron, et j'ai dit à Jean-François Delfraissy, il faut qu'on se saisisse de ce sujet d'aide à mourir. Et on a fait un avis, je fais bref, un avis qui s'appelle justement autonomie et solidarité. On fait tout l'historique, et on dit, la loi de 2016 ne règle pas toutes les choses. Là, il y a des maladies où le pronostic vital est engagé à moyen terme, il y a plusieurs mois, et qui nécessite, si la personne le souhaite, une aide active à mourir, c'est-à-dire l'utilisation d'un produit létal. D'accord? Là encore, c'est pas que des techniques. Il faut la propriété. Il y a eu la Convention citoyenne, et le président de la République, je veux le dire, parce que la Convention citoyenne a duré 2 ans. Hein, 2 ans. Moi, j'ai eu l'occasion d'y assister, d'y participer, extraordinaire. Un modèle de démocratie. Ah oui. Que celles et ceux qui étaient favorables ou pas favorables à l'évolution de la loi, je rappelle, tout le monde 184 citoyens. 177. 77. Et il y a eu un abandon. Dans toute la France. Il y a eu un abandon, c'est une jeune femme qui était sans travail et qui a trouvé un travail pendant cette période-là et qui a quitté la Convention citoyenne. Et quand je fais des réunions en France, je demande souvent dans le public, est-ce qu'il y a une personne qui a participé à la Convention citoyenne? Et quand je trouve une personne, je lui donne tout de suite la parole. Donc, là encore, le législateur crée des conditions, parce que le président a tenu ses engagements. Après la Convention citoyenne, il y a eu un projet de loi. Bon, il y a eu toutes les péripéties de la dissolution. Aujourd'hui, a été adopté à l'Assemblée nationale, va venir au Sénat et reviendra à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai une position très... À partir de février prochain? Oui, janvier au Sénat. Ouais. Moi, j'ai une position que je fais savoir au président de la République. Si ce parcours législatif, parlementaire, n'allait pas à son terme, je souhaite qu'avant la fin du mandat du président de la République, c'est-à-dire mars 2016, il y ait un référendum. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les esprits sont mûrs, il y a une réflexion. Mais revenons à l'essentiel. Oui, alors c'est ça que contenait la loi Leonetti-Claes en 2016. Et qu'est-ce qu'elle va apporter, cette nouvelle loi? Est-ce qu'il y a des changements? Elle permet d'aborder, de traiter éventuellement des cas qui ne pouvaient pas être réglés, ne pouvaient pas être abordés dans la loi de 2016. Elle ouvre le champ, mais avec des principes extrêmement clairs. Tout d'abord, la clause de conscience. Des médecins? Des médecins. Des médecins seulement? Il n'y a pas d'infirmiers? Oui, la clause de conscience médicale. Hein. D'accord. Il y a, pour que la personne soit autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de directive anticipée, elle doit pouvoir s'exprimer, et que cette expression soit
j'allais dire, débattu dans une collégialité pour savoir si la personne n'est pas sous influence d'autres personnes ou en situation de dépression, etc. Donc et réservé aux majeurs. Mais non à l'essentiel. L'essentiel, c'est le début de votre question. Pourquoi une loi? C'est un cadre, mais ce n'est qu'un cadre. Car quelle est la question? Et il y a un philosophe que j'ai rencontré au CCNE qui est maintenant directeur de l'école normale supérieure, Frédéric Worms. Et moi, je m'interrogeais. Je voulais pas utiliser le mot suicide assisté, belle mort, euthanasie. Et m'a fait cette réflexion limpide. C'est souvent les gens très intelligents qui vous parlent le plus simplement possible. Et alors, c'est pas le choix entre la vie ou la mort. La mort, elle est là. La question à laquelle éventuellement la société peut ou doit apporter une réponse, c'est la question que se pose la personne. Pour moi, quel est le chemin de moins pire? Voilà. Quel est le chemin de moins pire? Ça enlève aucun droit à quiconque, mais ça peut être un droit supplémentaire. Donc vous voyez bien cet équilibre autonomie et solidarité. Et vous pensez donc là, vous êtes comme assez optimiste pour que cette loi aille jusqu'au bout? Oui, mais il faut qu'elle soit, bien encadrée, telle qu'elle est encadrée aujourd'hui. Elle me satisfait. Elle correspond à la vie qu'on a mis au CCNE, elle correspond à la Convention citoyenne, elle correspond à ce qu'a souhaité le président de la République, c'est-à-dire une loi d'équilibre. Mais j'ai le plus grand respect, car le président de la République a eu la gentillesse de m'associer à toutes les réunions, les dîners qu'il a fait avec toutes les confessions religieuses, philosophiques et autres. Il y a des personnes qui, pour des convictions religieuses, ne pensent pas à la même chose. Moi, j'ai eu des débats passionnants. Il faut respecter. C'est pas la guerre. C'est pour ça que aborder ces sujets-là, quand vous êtes un responsable public, ça vous donne une force formidable. Ça vous évite d'être sectaire, ça vous renforce dans vos convictions, mais ça vous donne une force dans cette démarche d'altérité extraordinaire. Une de vos autres qualités, si je peux me permettre, c'est la remise en question, parfois la remise en cause de certains combats, de certaines situations. Et je voudrais évoquer une dernière date sur le fil que j'ai commencé, c'est celle de 2020. Donc là, c'est les élections municipales. Et vous êtes battu face aux écologistes. C'était la période du Covid, il faut le rappeler aussi, période de la crise sanitaire. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez vécu cette campagne et comment vous avez vécu justement cet échec? Alors, cette campagne, je l'ai vécue jour et nuit par des échanges concernant la pandémie. Soit on avait organisé des rencontres par visioconférence tous les jours avec les directrices, directeurs d'école, les responsables d'associations, parce que faire vivre dans le confinement des gamins de 3-4 ans dans 70 mètres carrés aux couronneries, etc., c'est pas évident. D'où le sujet de santé mentale qui est apparu après. Et la nuit, je faisais le tour des quartiers, voir s'il y a des moments qu'on fait des maraudes pour éviter que les enfants... J'ai vécu là-dedans. Et bon, j'ai fait un peu campagne. Est-ce que c'est un excès de confiance? J'avais pas la tête à ça. J'étais omnibulé par ça. Et je m'inquiétais pas trop de la campagne. Vous étiez sur la ligne de Lionel Jospin? Pleinement Premier ministre, pleinement maire. Le climat était un peu différent. Mais je veux dire pleinement maire et vous avez repris votre campagne. Plein de... Oui. Et le soir, j'ai tout de suite compris, les gens n'avaient pas été votés. Et surtout les personnes les plus âgées, plus de 60 ans, n'avaient pas été votés, il n'y a aucun problème. Je l'ai entendu 1000 fois depuis. Si on avait su. Voilà. Si la gauche J'ai échoué,
il a fallu un certain temps pour que je réagisse. C'est pas évident. J'ai pris 2 décisions. J'ai pris une décision et on m'a fait une proposition. La décision, c'est par respect pour les Poitevins, j'ai décidé de rester au conseil municipal. Moi, je crois que il faut à tout moment de l'humilité. Et on m'a fait une proposition, c'est le directeur de cabinet de Castex, à l'époque, Nicolas Revel. qui m'a proposé d'être... C'est bien Nicolas Revel? Non? C'est Revel. Oui, c'est ça. C'est Revel, qui m'a proposé, Revel que j'avais connu comme secrétaire général adjoint chez Hollande, m'a proposé d'entrer au CCNE. Et donc j'ai investi énormément dans ce travail intellectuel et je suis resté sur le terrain. Et donc voilà, dans le conseil municipal présidé par Léonore Monconduit, je suis intervenu comme membre de l'opposition en essayant toujours d'être constructif, mais c'est pas évident quand vous avez été dans l'exécutif. Il y a une peut-être frustration, mais c'est des choses aussi qui forgent, qui... Là, vous évoquez un sujet très important à la classe, parce que, vous savez, en ce moment, choisir un chef, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Raffarin, est un petit peu l'actualité fiévreuse du personnel politique. Et on oublie parfois La formule de Jean-Pierre Raffarin, c'est quoi? C'est la porte. Choisir un chef. La route est longue ou la pente est rude? C'est vrai. Mais on oublie qu'il faut peut-être demander aux gens d'aller voter, parce que ça se trouve, il va y avoir plus de, j'ai envie de dire, de candidats que de votants. Il y a une crise aujourd'hui de la démocratie représentative. Et ce qu'on vit aujourd'hui à l'Assemblée, moi je ne veux pas être donneur de leçons, mais c'est assez dramatique. Il y a une crise, et je considère que la démocratie représentative est la meilleure solution. Je ne crois pas, je vous ai parlé de référendum tout à l'heure, dans un cas particulier, mais je ne pense pas. La crise de la représentation, disons, la démocratie représentative conduit bien souvent à des gouvernements autoritaires. Donc il faut que les uns et les autres, les politiques sont concernés, les citoyens sont concernés, se battent pour des... Et puis il faut qu'en France, on apprenne cette notion de compromis. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne pense pas, quel que soit le président ou la présidente de la République qui sera élu en 2027, je ne pense pas qu'ils auront automatiquement une majorité absolue. Faut s'habituer à ça. Donc, il faudra apprendre cette culture de compromis. Une culture de compromis quand vous êtes maire. C'est ce que je dis souvent à la maire de Poitiers. Je lui dis, vous avez été élu par vos électrices et électeurs, mais n'oubliez jamais que vous êtes la mère de tous. Et un maire, c'est son rôle d'être la mère de tous. C'est pas se déjuger, c'est pas se renier, de dire, faut parfois passer des compromis. Je vais vous faire une confidence. Oh, quelle chance! Les gens, les élus qui sont les plus sectaires et qui veulent rien entendre, sont bien souvent les élus les plus fragiles sur leurs convictions. Donc, quand vous êtes au clair sur vos convictions, vous pouvez discuter avec l'autre, mais c'est le b.a.-ba de la République, de vivre ensemble. Si on n'est pas capable de vivre ensemble, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, qu'on puisse se mettre d'accord sur un minimum de choses, pas forcément un minimum de choses, mais par rapport à des pensées individuelles qui sont justifiées l'une et l'autre, trouver un compromis. Puisqu'on est sur le terrain. C'est tout simplement faire vivre notre devise républicaine. Vous savez, il faut la fraternité pour faire vivre la liberté et l'égalité. On va y venir sur le vivre ensemble à la classe, mais juste avant, pour finir sur ce terrain des confidences, et puisque j'ai cette chance aujourd'hui d'être là et à quelques mois de cette échéance que tout le monde attend, les municipales 2026, on vous prête, paraît-il, l'intention de vouloir briguer un nouveau mandat à la mairie de Poitiers. On me prête
beaucoup de choses. Je me suis exprimé ce matin. J'ai dit clairement que c'était pas ce que je recherchais, d'être une nouvelle tête de liste. Mon obsession, aujourd'hui depuis 6 ans, c'est qu'il y a une alternance possible à Poitiers. Pas automatique, possible à Poitiers. Donc, je voudrais une bonne fois pour toutes qu'on s'unisse pas pour, disons, dans une démarche contre la maire de Poitiers. Je souhaite qu'on se réunisse pour défendre un projet alternatif au projet conduit par la maire de Poitiers. Ça change tout. Je crois que les gens en ont marre de voter contre. Ils ont envie de voter pour. Et aujourd'hui, je dois reconnaître, c'est pour ça que j'ai parlé, non pas fort, je me suis exprimé posément, je crois. Clairement. Qu'il faut, clairement, il faut que ce rassemblement, qui est à bout de main, dépasse les égos de 2-3 personnes, sûrement extrêmement importantes. C'est la cour du roi Péton, un peu, là. Il y a trop de chefs, il n'y a pas de... Et donc, trouver, à partir du moment où on fait un constat, on partage les mêmes valeurs. On partage le même constat sur la politique menée par Madame Bonconduit. On a les mêmes perspectives. On s'entend. On s'entend. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, jusqu'à la dernière heure, j'essaierai de leur expliquer cela. Et, sachez-le, vous ne me connaissez pas, mais sachez-le, je suis pas dans la revanche, je suis pas dans la situation, c'était mieux avant. Non. Moi, ce qui m'inquiète, c'est aujourd'hui, il y a un malaise démocratique à Poitiers comme dans tout le pays. Les Français ont peur, mais disons, sont pas à l'aise, ont des craintes. Et puis, enfin, on donne des perspectives à 10 ou 15 ans. Madame de Sévigné disait « Je ne suis pas toujours de mon avis ». Donc, ça se trouve, dans quelques semaines, je changerai d'avis. Oui, il ne faut pas que ça devienne une coquetterie. Alain Kless, dans chaque émission, je demande parfois à mes invités d'apporter une photo qui leur évoque quelque chose. Alors là, dans votre bureau, nous sommes entourés, nous avons un peu l'embarras des choix de photos qui représentent des moments très importants de la vie politique française. Mais vous savez, moi, qu'on repassera certainement au cours de cette émission. Mais avant, je vous ai apporté une photo qui date d'il y a quelques années, 7 ans précisément, en 2018. J'étais avec vous dans une réception, donc c'était à Poitiers, la première fois que je suis arrivée en France. Et une semaine après, nous avons été reçus à Poitiers. Et vous nous avez reçus à la mairie. Vous étiez maire c'était en septembre 2018. Et donc, cette photo que je passerai, elle est très importante pour moi parce que c'est la première, vous savez, Balzac disait la première impression est la bonne. Surtout quand elle est mauvaise. Pour ma part, elle était bonne. Parce que vous nous avez... Je vous engueulez pas. Non, je me souviens très bien de ce que vous nous aviez dit. À ce moment-là, vous nous aviez dit « J'espère que vous trouverez le sourire dans chaque coin de rue, vous trouverez aussi l'accueil et que Poitiers ne vous décevra pas. » Je me souviens, c'était à la manifestation de réception qu'on faisait tous les ans pour l'accueil des étudiants étrangers. Internationaux, tout à fait, exactement. Et voilà, j'ai cette chance de... Alors c'est très important, cette photo, je vous la montrerai, mais c'est très important pour moi parce que l'accueil des étudiants étrangers à Poitiers, c'est autant d'ambassadeurs que nous formons pour se projeter demain dans leur pays. Parce que je souhaite, alors, ce n'est pas le cas pour toutes et tous, mais je souhaite qu'ils puissent revenir dans leur pays. Et donc Poitiers a une vocation pour cela. Moi je crois que, et c'est vrai dans le domaine des étudiants. Le chiffre, c'est combien? 7000 étudiants. Alors, 30 000, je crois. Non, mais 30 000 d'étudiants étrangers. 5 7 000? Oui, 5 ou 7 000, je dirais des bêtises. Je vérifierai tout à l'heure. C'est extrêmement important. Il faut que Poitiers s'ouvre dans le monde. Je vais vous citer un autre exemple. La Villa Bloch, vous avez entendu parler de la Villa Bloch. Villa Bloch, c'était un écrivain contre les deux guerres qui a joué un rôle pacifiste. Et la famille nous a fait don de la bibliothèque de Jean-Richard Bloch et sa maison. Et dans sa maison, quand on me l'a remis à la ville en 2005, j'ai souhaité
avec la famille, voir quelle pouvait être l'utilisation de cette maison. Et on a décidé, grâce à un contact que j'avais eu avec une association nationale, pour accueillir des artistes qui se trouvaient en situation difficile pour exercer leur passion dans leur pays. Et là, il y avait un article la semaine dernière, l'actuelle municipalité poursuit, c'est très bien. Là, on accueillait 3 personnes, je crois une femme d'Argentine, un artiste palestinien et je crois, c'est une Française. Je trouve que c'est extraordinaire. Il n'y a pas que la Villa Médicis. Ah oui. On peut faire à Poitiers ce type d'accueil. Je sais qu'au Confort Moderne, il y a des résidences d'artistes. Tout ça contribue à, j'allais dire, au rayonnement de Poitiers, mais à l'échange. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que si, j'utilise souvent ce terme, si on devait caractériser Poitiers, l'ADN de Poitiers... J'allais y venir. C'était quoi l'ADN de Poitiers? L'ADN de Poitiers, c'est quoi? C'est 2 lieux. Et 2 lieux qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Mendes France, qui est pas loin de chez moi, ici, culture scientifique et technique. Il faut que celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, que la défense de la science, du débat sur la vérité scientifique, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis en particulier, à travers les déclarations de M. Trump ou à travers les déclarations de son secrétaire d'État à la santé, M. Kennedy, le débat, la défense de la science, la formation des disciplines scientifiques auprès des jeunes, c'est le meilleur rempart pour notre démocratie. Si on perd cette bataille, on fait un pas supplémentaire vers l'obscurantisme. Et le deuxième point? C'est le toit du monde. Le toit du monde, c'est accueillir l'autre. Accueillir l'autre. L'accueil dont je parlais dans cette cérémonie qui était... Voilà, accueillir l'autre. Ça ne veut pas dire... Le problème d'immigration, le sujet de l'immigration est un sujet. L'immigration doit être régulée. Vous m'entendrez jamais dire l'immigration, non, toutes les portes sont ouvertes, etc. Inversement, tout fermé, tout ça est stupide. Mais l'avenue de l'autre, je ne sais pas si vous allez de temps en temps, tous les ans, à la fête du toit du monde. Et bien la fête du toit du monde, c'est pour les Poitevins la possibilité de rencontrer d'autres cultures, etc. C'est quoi l'intégration? C'est être capable d'intégrer des hommes et des femmes, des enfants, qui ont des cultures différentes, qui ont des parcours différents. C'est ça le combat de l'intégration. Et c'est surtout pas le bon gaulois, etc. L'assimilation. Il faut combattre. Donc les 2 ADN de Poitiers, c'est ces 2 choses-là. Défendre notre démocratie à travers la culture scientifique. Et je vous parlais de Curien tout à l'heure. C'est lui qui a créé les centres de culture scientifique et technique. Et puis, c'est être capable, à travers des maisons comme le Toit du Monde, et ben d'accueillir l'autre et de profiter de ce qu'il peut nous apporter, puis de faire en sorte que ces personnes puissent être intégrées. Et j'ai une grande déception, vous parliez souvent de gauche et droite, quand j'ai fait ce festival international, cette biennale, la traversée, je disais faire venir, et c'est un point peut-être de divergence que j'ai avec l'équipe municipale actuelle, faire venir des artistes d'extérieur, là c'était coréen, pour s'approprier notre patrimoine et faire découvrir aux Poitevins. C'était un succès formidable. Et le plus grand regret, c'est une certaine gauche qui a critiqué ça sur le thème, dont l'ancien président d'université, qui était dans mon conseil municipal, en disant parfois des arguments que je ne peux pas admettre. Ah ben on a tout ce qu'il faut ici. On a nos artistes, mais bien sûr qu'on a nos artistes. Mais il faut rayonner. Dans une université où Foucault est intervenu, a été enseignant, où d'autres ont enseigné
on va pas être des rabougris. Il faut combattre aujourd'hui par rapport aux difficultés. Il faut pas que notre pays se rabougrisse. Peur de l'autre. La Poitiers doit être une ville vivante, ouverte, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et c'est comme ça qu'on sauvera nos démocraties, qu'on renforcera nos démocraties. Faut pas avoir toujours la peur, je fais au cœur. Non. Faut être offensif. Hein, faut pas parler toujours de matin au soir. La sécurité est un vrai sujet. Parce que ça concerne l'insécurité les plus faibles. Donc il faut armer peut-être la police, il faut mettre de la vidéo de protection. Tout ça est bien. Mais l'essentiel pour nous, c'est l'éducation, la culture scientifique, c'est le regard qu'on porte sur l'autre, c'est la création, c'est, bref, je vais vous dire un gros mot, ce qu'on appelait à un moment l'universalisme. C'est ça. L'universalisme, c'est très bien, vous me tendez une perche. C'est ce qui nous a réunis ce jour-là, c'est ce qui fait venir justement des Français d'ailleurs, des gens qui viennent en France parce que la France rayonne. Et en arrivant à la fin de cette émission, Alain Claes, je voudrais vous soumettre 2 questions du questionnaire de Proust. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence. Se tromper. Alors Proust répond, celle que je comprends. La deuxième question, comment j'aimerais mourir? Question, réponse primaire, apaisée. Proust répond, meilleur et aimé. Oui, apaisée. Apaisé. Pour faire un petit lien avec le sujet qui nous a intéressé aujourd'hui, celui de la loi sur la fin de vie, vous savez, la littérature aujourd'hui s'empare aussi des sujets. Nous avons évoqué en off le livre d'Emmanuel Carrère, Kolkhoz. Il y a aussi un livre qui m'a intéressé dernièrement qui s'appelle Corvette de Jérôme de Verdière. Et en fait, c'est un livre, c'est une fiction, hein, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un homme qui découvre qu'il a une maladie dégénérative et qui décide lui-même de fixer son échéance. Alors c'est une fiction c'est un jour cette loi vraiment devient réelle et que les gens choisissent l'heure à laquelle ils voudraient recevoir l'injection qui mettrait fin à leur souffrance. Et en réalité, ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est un échange entre le malade, entre la personne, donc Jacques, le patient, et un prêtre, au bord d'une piscine. Comme quoi, il y a des prêtres aussi au bord des piscines, dans des grands hôtels. Et il lui dit, que faites-vous des miracles? Ce à quoi Jacques répond, je ne crois pas aux miracles et les médecins non plus. Et le prêtre, pour répondre, un monde qui ne croit plus aux miracles est un monde malade. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'on peut avoir des rêves. On peut avoir des rêves. Je pense qu'on peut avoir des espoirs inatteignables. Mais je ne retiendrai pas le mot miracle. C'est tout le sujet de la finitude. Alors, pour être moins sérieux, c'est vrai, si quand une personne est dans la dernière partie de sa vie, s'il est convaincu qu'il y a une vie au-delà, il a un avantage par rapport à un non-croyant, etc. Mais le mystère, on n'a pas de témoignage. Dernière question, si vous devriez vous exiler sur une île avec un seul livre pour bagage, vous choisiriez quoi? Ben, peut-être Proust. Peut-être Proust parce que... À la recherche. Oui, pourquoi? Parce que j'ai découvert ça, moi je suis pas un grand littéraire. Hein. J'ai lu Proust et je regarde sur le tard. Jamais trop tard. Oui, jamais trop tard. Sur le tard. Mais d'habitude, on décrit des situations. Mais lui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il replace toujours des objets, des situations
dans un cadre extrêmement précis. Et c'est dans l'écriture de Proust. Il faut pas. C'est un très bon exercice pour savoir si on a de l'attention quand on lit. Mais je pense que c'est ça, toujours pouvoir replacer les choses dans un souvenir. La page sur la Madeleine de Proust, c'est pas l'histoire de la Madeleine, mais c'est tous les sentiments que cela a pu lui inspirer au moment où il a trempé sa Madeleine dans le thé et l'a goûté. C'était pas uniquement la Madeleine de thé, c'était un lieu bien précis, où il y avait de la famille, etc. Et c'était pour lui un souvenir joyeux. Dans une île déserte, si on peut se retrouver des souvenirs joyeux, ça permet de s'inscrire. Voilà. En tout cas, cette interview est un moment joyeux pour moi. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci.